Je cède tout de suite la parole à Monsieur Sofiane Yella de Codatu, qui est un généraliste du transport et de la mobilité urbaine. Donc, il a évolué dans le Grand Paris Express, les travaux des infrastructures, donc de la SNCF. Il a été responsable de la supervision du réseau de bus, mise en place du SAE et management. Il est actuellement chargé de coopération à la Codatu, financé par l'AFD pour le ministère de Transport et de la Logistique. Il travaille ici sur la biéthique des transports du Grand Tunis et la nouvelle politique nationale de la mobilité urbaine. Monsieur Sofiane, à vous la parole. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend. Très 5 bien. sur 5. Super. Je vais partager mon écran, du coup. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon, Sophie. C'est bon? Oui. Ok. Merci. Alors, je vais vous parler pendant ces prochaines 10 minutes à propos des systèmes d'information géographique dans la planification des transports. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un outil de modélisation qui est utilisé pour orienter les décideurs qui sont les maîtres d'ouvrage ou tout ce qui est institution de l'État, les collectivités territoriales, etc., pour le choix en matière de planification des transports. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas rester très longtemps, je vais respecter le temps. Je vais vous parler dans un premier temps que cet outil s'inscrit dans une évaluation d'un projet d'infrastructure. Ensuite, il y a toute la partie élaboration d'un modèle avec le logiciel Transcad par exemple. Et ensuite, je vais vous parler de l'exemple du Grand Paris Express avec deux cas d'études qui sont la gare d'Asnières-sur-Seine en banlieue et également Bobigny-Pablo-Picasso en banlieue, pour à la fin terminer sur quelques exemples d'utilisation du système d'information géographique pour les transports dans d'autres domaines, pas que les transports publics, enfin pas que les transports en commun, et quelles sont les limites et les points de vigilance. Alors, l'utilisation de cet outil s'inscrit dans le cadre d'une évaluation d'un projet d'infrastructure. Tout d'abord, il y a un diagnostic territorial qui est fait de l'existant avec une définition de tous les enjeux, la définition du projet envisagé, quel est le type d'infrastructure que nous allons utiliser, le choix des grandes hypothèses, tout ce qui est tendance des évolutions économiques, démographiques, de l'habitat, de l'équipement, etc. Ensuite, il y a la construction et l'utilisation du modèle de déplacement. Donc, on fait toujours une comparaison avec le système d'information géographique pour les transports, par exemple le Transcad, en faisant des comparaisons des modélisations actuelles et faire également un projeté une fois que l'infrastructure sera établie et parfois même un projeté s'il n'y a pas d'infrastructure dans le temps. En général, c'est une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc tout ça s'inscrit dans un bilan aussi socio-économique avec des indicateurs de rentabilité du projet, les avantages par type d'acteurs pour voir quels sont les acteurs qui sont impactés par la nouvelle infrastructure de transport. Voilà. Donc, lorsqu'on fait un modèle, lorsqu'on travaille sur un système d'information géographique pour les transports, on peut utiliser un modèle à 4 étapes qu'on appelle. Alors, la première étape, c'est la génération et la description des densités des infrastructures. C'est faire plusieurs cartes, tout comme pour les SIG que nous avons vus tout à l'heure, dans le cadre d'une analyse territoriale, une identification de tout ce qui est existant, et notamment en matière de transport. Les cartes des densités, les cartes isochrones, c'est-à-dire tout ce qui est déformation, etc., etc. Ensuite, on a la distribution... on a la distribution des flux, ce qu'on appelle les lignes de désir. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Les distances moyennes de déplacement, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'analyse des déplacements de manière assez globale. Ensuite, la troisième étape, c'est le choix modal qu'on appelle, c'est-à-dire le type de transport que nous allons utiliser.
Il y a la voiture publique, enfin la voiture privée, pardon, les transports publics, le de roues ou la marche à pied, ou, etc., etc. Donc ça s'appelle la distribution modale. Et à la fin, c'est l'étape d'affectation. Là, on fait une analyse de tout ce qui est congestion des routes, et là, la fréquentation également des stations, de bus, de métro, de tramway, etc. Donc c'est dans cette étape-là qu'on va voir quels sont les effets de la nouvelle infrastructure ou pas. Donc, je vais vous parler du cas du Grand Paris Express pour vous rappeler un petit peu ce que c'est. En fait, on voit bien Paris au centre ici. Et en fait, c'est la mise en place de 4 nouvelles lignes de métro en banlieue, la 15, 16, 17 et 18. Et le prolongement d'autres lignes du métro parisien. Il y a 200 km de lignes et 68 gares. Donc, en fait, pour chacune de ces gares, de ces 68 gares, il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens. Plus également une étude qui a été faite sur un rayon de 800 mètres pour voir quel était l'impact de l'arrivée d'une nouvelle infrastructure dans un tissu urbain existant ou pas encore dans certains cas de figure, pour voir quels sont les projets qu'on va implémenter autour de la gare pour qu'il y ait une articulation. Voilà. Oups. Donc, je vous prends un exemple de la gare de Asnières-sur-Seine. La gare d'Asnières-sur-Seine, en fait, c'est juste ici. Voilà, là, quelque part. Là, on ne la voit pas très bien, mais dans l'ouest, dans la banlieue ouest parisienne. Donc, c'est au nord-ouest. Donc, c'est une commune qui est très bien, qui est initialement très bien desservie en matière de transport. Donc, il y a plusieurs gares. Il y a Bois-Colombes, voilà, ici, c'est Asnières-sur-Seine. Donc là, il y a 2 lignes de train. À proximité, il y a d'autres gares. Il y a la ligne 13 du métro qui passe par là. Et c'est une ville en fait qu'on qualifie de ville dortoir, c'est-à-dire que la population en fait, il n'y a quasiment pas d'emploi dedans. Donc ça, ce que vous voyez ici, ça a été fait avec Transcad aussi, donc dans le cadre d'une analyse territoriale. Je vous ai montré un seul exemple parce qu'on peut en faire, alors là, comme vous le savez, mais des centaines de cartes à travers les jeux de données qu'on peut avoir. Donc, ce qu'il en ressort, en tout cas, c'est que c'est une ville dortoir avec une population relativement jeune et actif avec un revenu relativement élevé d'une moyenne de 40 000 € par an. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse qu'on peut faire dans un premier temps de la gare de Asnières-sur-Seine. Ensuite, par exemple, ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a les lignes de désir qu'on appelle, ici sur cette carte-là, ce sont les flux de domicile-travail qui sont en partance de Asnières-sur-Seine, en direction d'autres communes. Donc là, c'est principalement Paris, ici, et de ce côté-là, en fait, c'est la Défense. Et sur la carte de droite, en fait, ce sont tous les flux qui proviennent d'ailleurs en direction de Asnières-sur-Seine. Donc, comme vous pouvez le voir, ça correspond bien à l'analyse territoriale que nous avons faite au début. Il y a très peu d'emplois à Asnières-sur-Seine, alors que des personnes y habitent, vont travailler ailleurs. Voilà. Donc là, je vais vous parler un peu de la part modale. Tout ça, ce sont des éléments qu'on a fait avec Transcad, bien sûr. Donc la part modale, comme je vous l'ai dit. Alors, ce qu'il faut distinguer dans un premier temps, le contraint, ce sont des personnes qui vont travailler, et les non contraints, ce sont des déplacements qui sont en dehors des contraintes de travail ou pour aller à l'école ou ailleurs. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir en 2008, en fait, là, sur ces 2 graphiques, on a fait une projection, on a fait une analyse de l'existante, de la part modale existante, et une projection avec l'arrivée de la nouvelle gare du métro du Grand Paris à Asnières-sur-Seine. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a quasiment pas du tout d'évolution de la part modale. On reste sur les mêmes proportions. Le graphique ci-dessous, la distribution, elle confirme. Donc ici, en bas, c'est bien la gare d'Asnières. Donc là, ce sont les chiffres qu'on a actuellement à la gare d'Asnières. Et ça, ce sont les chiffres qui sont projetés à l'horizon de 2030. Alors que pour Bois-Colombes, qui est une gare pas très loin, on a les chiffres actuels et ce qui est projeté par l'arrivée de la gare du Grand Paris. Alors le on, c'est les montées, les personnes qui montent, et le off, c'est les personnes qui descendent, en fait, qui arrivent dans ces 2 gares. Donc, vous pouvez bien voir qu'il n'y a quasiment pas d'impact à l'arrivée de la nouvelle gare de Asnières-sur-Seine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une commune qui est très bien desservie, donc il y a relativement peu d'impact sur la commune. Donc, les préconisations que nous allons faire en tant que techniciens, c'est de dire aux élus
et aux décideurs de restructurer les lignes de bus existantes pour faciliter un report, enfin, pour faciliter l'accès à la gare à la gare d'Asnières-sur-Seine, et aussi de concentrer également leurs moyens sur la mobilité active, qui sont la mise en place des pistes cyclables ou encore des espaces de stationnement pour inciter les gens à accéder à la gare et de prendre le train. Voilà. Donc, par la suite, là, je vais passer à la gare de Bobigny-Pablo-Picasso. Donc, on a un autre cas de figure encore. C'est une commune qui est au nord-est de Paris. Asnières, c'est de ce côté-là, ici, voilà. Ici, c'est Asnières, ici, c'est Bobigny. Donc là, on a représenté les flux entrants et sortants d'une autre manière. Tout à l'heure, nous avions des lignes, mais là, on a des cercles avec des proportions. Donc, sur la carte de gauche, ce sont les communes de destination des personnes qui habitent à Bobigny, c'est-à-dire ici, je vois plus la voilà. Ici, ce sont les communes en fait qui sont la destination des personnes qui habitent à Bobigny, et de ce côté-là, c'est l'inverse, ce sont les communes qui proviennent dont les personnes proviennent pour aller travailler à Bobigny-sur-Seine. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a bien, en fait, ce qu'on remarque sur les cartes, c'est principalement des communes qui sont à proximité géographique de Bobigny, et ce qui montre bien qu'il y a un manque d'accessibilité à l'origine, en matière d'origine et destination pour la commune de Bobigny. Voilà. Ensuite, alors, pour montrer un peu plus cette accessibilité, donc là, c'est une carte, ici, vous voyez bien Paris et la région un peu tout autour. Donc, c'est l'accessibilité aux emplois en 2008 depuis la commune de Bobigny qui est ici. Donc là, c'est en fait, plus les couleurs sont chaudes, et plus c'est accessible, et inversement. Voilà, donc ça, c'est en 2008. Ensuite, on a fait un projeté à l'horizon de 2030, et on voit qu'avec l'arrivée de la nouvelle gare du Grand Paris à Bobigny, ça facilite énormément l'accès à l'emploi pour les personnes qui habitent à Bobigny. Ce qui ralentit, en fait, ce sont les emplois qui sont accessibles à moins de 45 minutes en transport en commun. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, c'est à moins de 45 minutes depuis Bobigny. Et là, pareil, à l'horizon de 2030. Donc, il y a bien un impact avec l'arrivée du métro du Grand Paris à Bobigny-Pablo-Picasso. Donc, les préconisations que nous avions faites pour les acteurs, c'est une requalification des espaces du pôle d'échange de la gare. En fait, il y a déjà une gare il y a déjà des transports qui sont existants, il y a des lignes de métro, ça c'est la ligne 5, il y a la ligne 1 du tramway, il y a aussi pas mal de lignes de bus. Donc, il faut réorganiser un peu tout ça pour éviter les conflits d'usage. Donc, notamment se focaliser sur une analyse des flux des piétons pour voir comment est-ce que les personnes se déplacent d'un moyen de transport à un autre. Donc, ce sont des choix stratégiques à faire par les élus et les décideurs. Donc, il n'y a pas que les élus. Voilà. Là, maintenant, je vais vous parler d'autres exemples qu'on peut faire du système d'information géographique. Ça, ce sont les transits poids lourds en Europe. Donc, en fait, ça fait on appelle ça des lignes de cheveux. Donc, plus c'est gros et plus le trafic est important. Donc, ça nous permet de voir quels sont les axes qui sont les plus chargés. Et ensuite, là, par exemple, pareil, hein, c'est le flux de véhicules sur le réseau routier au nord-ouest de Paris. Donc, ça, c'est le périphérique parisien, donc, qui est tout le temps saturé. Donc, ça, c'est une autre autoroute. Donc là, on peut voir en fait quels sont les axes qui sont les plus surchargés. On peut même faire des modélisations dans le temps de ces modèles de trafic. Donc, ce qui apparaît, en fait, ici, c'est bien Asnières-sur-Seine, là. Ça, c'est une carte en 2008. Et en fait, ce qui est apparu dans les résultats en projeté de 2030, c'est exactement la même carte, ce qui montre bien qu'il n'y a pas eu de report modal sur la commune d'Asnières-sur-Seine. Donc, autre exemple aussi, c'est le coût généralisé de déplacement. Donc là, alors, je suis désolé, ce n'est pas très clair. Ça, c'est Paris, c'est la banlieue proche et la région Île-de-France. Donc, en fait, c'est le coût en matière de déplacement de transport à partir d'une commune. Nous, on était sur Asnières-sur-Seine ici, et en fait, ça permet de voir combien ce que coûte un déplacement en transport collectif
où on peut faire la même chose avec les véhicules particuliers. Donc, pareil, on peut faire des projections en 2030, etc. Là, ce qu'on peut faire également avec Transcad, par exemple, c'est les émissions de CO2 à l'heure de pointe du matin. Donc ça, c'est une carte de 2008. Et en fait, toujours sur Asnières-sur-Seine, en fait, on a exactement la même carte, plus ou moins la même carte en 2030, avec quelques modifications, parce qu'en fait, à l'ouest parisien, vu que c'est déjà bien desservi en matière de transport, il y a certaines gares du métro du Grand Paris qui n'ont pas un réel impact. Donc, il n'y aura pas d'impact significatif en matière d'émissions de CO2, sauf pour certaines gares. Donc ça, ce sont d'autres exemples. Et maintenant, je vais vous parler, pour terminer, des limites et des points de vigilance en utilisant les logiciels de système d'information géographique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, les données que je vous ai montrées tout à l'heure, elles viennent de la direction, en fait, ça s'appelle ça la DRIEF, c'est la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement de l'Île-de-France. Donc, il faut réellement avoir des données d'entrée très, très solides pour que les données de sortie soient au plus près de la réalité. Alors, il faut nuancer aussi les résultats qu'on obtient. Ça reste des ordres de grandeur. C'est pas la réalité. Et en fait, pourquoi c'est pas la réalité? Parce qu'en fait, chaque territoire a sa propre spécificité qu'on ne peut pas intégrer dans un modèle, et notamment en matière de système d'information géographique. C'est pour ça que je dis il faut faire attention, on évolue dans les sciences humaines, et les sciences humaines, même si on sait que pour le trafic routier, les modèles sont fortement basés sur la mécanique des fluides, ok, mais ça reste quand même des personnes qui prennent leur voiture, et parfois on a des comportements un peu pas forcément logiques qui ne rentrent pas dans les modèles, et ce sont des nuances qu'il faut pas oublier. Et ce qu'il ne faut pas également oublier, ce sont tout ce qui est évolution en matière de politique publique qui ne sont pas prises en compte dans le modèle. Là, je vous ai parlé de la projection de 2030, mais il se pourrait que entre le moment où on fait une étude et le moment où la nouvelle infrastructure est mise en place, notamment en 2030, il y a eu d'autres politiques qui ont été mises en place par des communes, des gouvernorats ou des départements ou des régions, qui font que le territoire évolue et que ça n'a pas été pris en compte dans le modèle initial. Il y a également les offres de transport qui peuvent évoluer. Et ces offres-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exactement pareil, elles ne seront pas prises en compte dans le modèle, et ce qui fait que parfois un modèle peut ne pas être à jour. Voilà. Parfois, on a eu par exemple des couacs sur le tramway numéro 5 en Île-de-France, qui a été sous-dimensionné. En fait, toutes les études avaient montré un flux, une estimation du nombre de voyageurs qui représentait pas du tout la réalité, parce que dès que ce tramway a été mis en place, en fait, il a atteint sa capacité de 100% au bout de quelques semaines à peine. Alors qu'en général, on atteint les 100% en quelques années, en 2, 3, 4 ans, le temps que les personnes puissent se réorienter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les parts modales, puissent changer d'un transport en commun à un autre, ou sinon d'une voiture au transport en commun. Voilà. Donc, je vous ai, pour terminer, cette présentation se base sur des travaux de Egis, sur mes propres travaux et de mes collègues quand nous étions étudiants, sur certains points de la Société du Grand Paris, RATP, et aussi des données qui viennent de la DRIEF. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Soufiane. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions sur votre présentation. Ça a été vraiment très clair et très concis. Donc, j'ai peut-être une question sur les données que vous avez acquis concernant les flux de déplacement des personnes. Donc, que ce soit au niveau de la première ou la deuxième gare. Est-ce que vous avez utilisé des enquêtes de déplacement, des enquêtes ménage, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai pas précisé initialement, en fait,
les données qu'on a, elles sont principalement basées sur des enquêtes qui ont été faites auparavant sur les origines et destinations et les raisons pour lesquelles les personnes se déplacent. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que les données d'entrée sont très, très, très importantes, notamment sur leur fiabilité et leur représentativité pour pouvoir les utiliser en sortie également. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jihen. Donc, on peut clôturer le panel. J'ai peut-être une question sur la généralisation des agences d'urbanisme sur tout le territoire tunisien. Il y a une étude qui a été finalisée, que nous avons menée avec la coopération de l'Agence française de développement sur la création d'autres agences au niveau du territoire. Donc, cette étude a abouti à proposer de créer des agences métropolitaines au niveau de Grand Sousse et de Grand Sfax. Donc, à l'instar de l'agence qui existe dans le Grand Tunis, avec la création d'autres agences qui seront des agences à caractère de développement et qui pour les autres types de territoires.